Bonne journée. Alors, Nimsa. Allez, on prend Nimsa. Vous êtes en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Nimsa. Il se trouve que Ravina et Ravashi, Vechevrehem, que Ravina et Ravashi et tous leurs Chaverim. Alors, je rappelle pourquoi ils font une différence entre Ravina, Ravashi et les autres. Parce que, rappelez-vous ce qu'on avait étudié jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait toujours les chefs de la génération qui étaient mis en avant. Parce que c'est sur eux, en gros, que la responsabilité que la Torah ne saute pas une génération était posée. On est d'accord ? Ça, c'est les chefs de la génération. Maintenant, tous les autres autour, ils étaient des Chaverim. C'est quoi des Chaverim ? Ils les aidaient dans leurs tâches. Okay, mais en tout cas, c'est à eux qu'on aurait demandé en grand, parce qu'après, à chacun, il a aussi une responsabilité. C'est à eux qu'on aurait demandé en grand la responsabilité de savoir s'ils ont bien transmis la Torah. Et donc, Ravina et Ravashi, on va garder en tête bien les noms, sont sauf Gdolei Chachmei Israël. Ils sont les derniers grands maîtres d'Israël, Ama'atikim Torah Shebe'al Peh, qui ont retranscrit la Torah orale. Ok ? La Torah écrite, pour la retranscrire et pour la retransmettre, on a besoin d'avoir un diplôme de sofer. Donc la Torah écrite, j'étudie les lois de l'écriture, j'étudie à manier bien comme il faut la plume. Il y a marqué Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yutav. Je refais Bereshit. Ça, c'est ce qu'on a besoin pour retranscrire un Sefer Torah. La Torah orale, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Pour la Torah orale, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que chaque mot de Bereshit, il a 70 facettes. Bereshit, il a 70 facettes. Bara, 70 facettes. Elohim, 70 facettes. Et Hashamayim et Haaretz, 70 facettes. Tout ça, sans parler des mitzvot, sans parler des halachot, sans parler de tout ça, c'est énorme. Les maîtres à l'époque, en fin de compte, être un maître, c'est pas juste de savoir être sofer et de retranscrire et de lire la Torah. C'est pas ça seulement être un maître. Ça, c'est qu'une partie extérieure et externe, si on pourrait dire, à l'étude de la Torah. La compréhension de l'écrit est le plus important. Tous les 40 maîtres qu'on a vus, en tout cas, tous les 40 générations de maîtres qu'on a vus, c'est ceux qui avaient reçu la Torah de Moshe Rabbeinu telle qu'il fallait la comprendre. Et c'est eux qui, matin, midi et soir, passaient leur temps à la comprendre, l'affiner, la retravailler, la transmettre. Comprendre, affiner, retravailler, transmettre, etc. etc. Donc Ravina et Ravashi, ils ont clôturé la Gemara, le Talmud de Babylone. Et donc ils ont été les derniers grands maîtres à avoir en leur tête tout le savoir de tout le patrimoine juif de l'époque, de toute la Gemara, de toute la Torah orale. Veshe Gazru, Gzerot, et eux ils ont institué, ils ont décrété des décrets. Veitkinu Atakanot. Et ils ont institué des institutions. C'est-à-dire quoi ils ont institué ? Quand ils ont dit, par exemple, que, comme on avait dit, que telle personne qui arrive, qui amène un guet, qui arrive d'un endroit à un autre, il doit dire des phrases particulières qui ne sont pas écrites dans le Chumash. Et eux, ils ont dit, voilà, on est conscient des problèmes que peut arriver. Lorsque maintenant, dans toutes les lois des Dayanim, et ils ont rajouté que tel Dayan, il doit connaître, il doit faire telle recherche dans le témoin pour être sûr et certain que le témoin, il est cachère, il n'est pas cachère, ou il dit vrai, ou il dit pas vrai. Tout ça, c'est des choses qui spécialement, ils ne sont pas spécialement été dites dans la Torah, mais qu'ils ont vu, et ce qu'on appelle de la législation, ils ont légiféré. C'est quoi ils ont légiféré ? Ils ont dit, voilà, on a vu qu'il y a telle brèche dans telle partie de la Torah, et donc au final, si on le laisse comme ça, donc c'est clair, c'est certain que c'est eux qui l'ont rajouté. Sur ça, on n'a pas de discussion. Il y a marqué clairement que ça, c'est une takana des chachamim. C'est pas la Torah qui l'a écrite, c'est eux qui l'ont instituée. Mais ça fait partie de notre patrimoine. Ça s'appelle une législation. Donc ça fait partie de notre patrimoine. Ve'inhigu minhagot. Et ils ont fait des minagim. Comme les minagim en vérité sont beaucoup plus intérieurs, mais bon, comme on a des minagim pour Pessah, certains minagim de Pessah, certains minagim de Simchat Torah, certains minagim. Ou pashta gzeratam, vetakanatam,
Uminhagotam, Bechol Israël, Bechol Mekomot, Shmot Shvotehem. Et donc, leurs gzerot, leurs décrets, leurs takanot et leurs minhagim, ils ont été diffusés Bechol Israël, Bechol Mekomot, Moshvotam, chez tous les Bnei Israël et dans tous les endroits où les Bnei Israël ils se trouvaient. Alors sur ça maintenant, on va expliquer une des plus grandes bases de la halakha et on va peut-être comprendre une des plus grandes bases pourquoi il y a tellement de différences de minhagim chez les Bnei Israël, des différences de coutumes, et pourquoi aucun rav sur terre ou aucune keila, aucune communauté sur terre peut obliger une communauté ailleurs de faire comme il demande. En d'autres termes, vous allez chez les Marocains, vous avez les coutumes de Casablanca et peut-être de Marrakech, c'était à côté. Vous avez un livre entier que l'on a ici, Takanot Chachmem Meknes. Tout... Non, arrêtez de rigoler. Takanot Chachmem Meknes, les Takanot des maîtres de Meknes, que là-bas ils avaient beaucoup d'études de Torah, ils avaient une grande Keila, etc., etc. Donc ils ont fait leur minagim à eux. Après, vous avez des autres minagim. Après, je ne parle pas des minagim tunisiens, des minagim ashkénazes. Chez les ashkénazes, vous avez une différence entre les Alsaciens et les Alsaciens. Et vous avez ceux de Russie, ceux d'Europe de l'Est, ceux de Roumanie. Vous avez, etc., etc. Mais attendez, calmez-vous. Combien? C'est une seule Torah. Pourquoi on a 365 minagim différents? En vérité, pour la raison toute simple. Et cette raison-là, c'est exactement la même raison qui va donner la force à la Gemara. Alors j'explique. Une des principes pour qu'une législation, en tout cas dans le domaine de la Torah, désolé, une des principes pour qu'une législation elle soit forte, pour qu'une halakha elle soit forte, il faut qu'il y ait plusieurs conditions. Première condition, c'est presque, pourquoi je dis presque parce qu'il n'existe pas une unanimité chez les Israël, unanimité chez les rabbanim. Première condition. Unanimité chez les rabbanim. Ce qui est très très compliqué. Deuxième condition. Avoir tous les Bnei Israël sous la main. Troisième condition, celle-là est presque sine qua non, que la coutume, le décret, l'institution, il était tellement dans l'air du temps, il était tellement dans la logique, il était tellement dans la continuation de la logique du moment, que diffusion et acceptation par le peuple. Si maintenant la takana qu'ils ont fait, on la trouve pas logique, le peuple ne la trouve pas logique, ou le peuple la trouve trop lourde, donc lourde aussi, c'est lié avec le fait qu'elle ne soit pas dans l'air du temps. Et bien au final, le peuple ne le prend pas sur lui, ne l'accepte pas sur lui. Donc au final, parce que les rabbinim, ils n'arrivent pas avec des bâtons et des fouets pour faire accepter. C'est tout ça, c'est de l'étude de la Torah. Donc si au final, ce que les rabbinim ont institué ne rentre pas dans les mœurs rapidement, directement, et adopté aussi par le peuple, la takana et l'institution, elle saute en éclats, elle ne tient pas la route. Ok? Pour arriver à cela, si maintenant vous n'avez pas tous les rabbanim sous la main, c'est quasiment impossible d'arriver à l'unanimité. Encore de nos jours, à la rigueur, on pourrait faire en Skype une grande conférence de tous les rabbanim, mais même l'écran Baruch Hashem d'Internet, il ne serait pas aussi grand, il faudrait un Baruch Hashem. Donc aujourd'hui, qu'on pourrait éventuellement
mais qu'ils soient tous d'accord. On est d'accord? C'est pas méchant, c'est comme ça. Donc déjà, l'unanimité chez les Rabbanim, c'est quasiment impossible. Deuxième point, avoir tous les Bnei Israël sous la main. Comment vous faites? Gibraltar, Canada, Brésil, Chili, vous allez en Russie, Japon, Chine. Et comment vous faites pour avoir toutes les communautés sous la main? Pourquoi on a besoin d'avoir toutes les communautés sous la main comme ça? Si la diffusion, elle est acceptée par le peuple rapidement. Mais tu ne peux pas avoir une acceptation par le peuple rapidement si maintenant ils ne sont pas sous la main. Ce qui rend une institution, un minag, automatiquement local. Ça devient que des minagim locales. Pourquoi que minagim local? Parce que le Rav de Meknes, la communauté de Meknes, elle se voit tous les jours. Allez, tu sais quoi, elle ne se voit pas tous les jours. Mais lorsqu'il fait une dracha dans sa choule, il marche 400 mètres, il a l'autre choule, il refait une dracha, il fait ça pendant 6 mois, l'information elle arrive, elle est acceptée, plus ou moins. Donc localement, c'est facile. Mais une fois que la communauté de Meknes, elle est acceptée, tous les petits villages qui sont autour, en général, ils s'affilient à la communauté importante. Donc le Meknes et la région, ils acceptent. Mais au-delà, tu ne peux pas. Parce que pour aller de Meknes jusqu'à Casablanca, peut-être ça met du temps. Et en plus, là-bas, ils ont un bedin, ils ont aussi leur minagim, ils ont aussi leur... Imaginons maintenant qu'on a une communauté qui est proche du port, et donc qui reçoit beaucoup de gens, les Livournais, les Tunisiens, ils sont affiliés à Livournais, pourquoi, etc. Imaginons maintenant qu'on est à côté du port, qu'on reçoit beaucoup de rabbanim, ou beaucoup de juifs de la communauté d'ailleurs, donc automatiquement, elle va s'affilier avec, etc., etc. C'est le temps qui fait ça. Donc, essentiellement, la communauté, les takanot, les institutions, elles sont plus facilement localement. Elles sont plus faciles acceptables localement. Donc, tout ça pour faire une unanimité, c'est très compliqué. À l'époque de la Mishnah et à l'époque de la Gemara, la Mishnah, donc à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, la quasi-totalité des Bnei Israël était en Israël. C'était pas des petites communautés locales. Elles dépendaient beaucoup des grandes yeshivot où il y avait des fois des 1000, des 2000, des 3000, voire des plus, comme Rabbi Akiva qui a eu quand même 24 000 élèves à lui seul. Donc le pouvoir était assez concentré. Comme le pouvoir était assez concentré, et par les rabbanim, qui se connaissaient tous, ils étaient de la même génération, si vous regardez les livres d'histoire de rabbanim, et donc il y a plusieurs générations, donc ils se connaissaient tous, ils étaient tous, etc., etc. Donc au final, l'unanimité des rabbanim était facilement programmable, vous pouvez la voir. Avoir tous les Bnei Israël sous la main, puisqu'ils étaient tous en Israël. Donc la diffusion de l'information, elle était assez facile, assez simple, assez rapide. Et ça, c'est une condition qui n'a rien à voir avec les deux problèmes, mais qui est liée. Et si maintenant le peuple, il accepte, tac, le commandement, il arrive, il est institué. On avait encore une autre époque qui était facile, c'était l'époque de la Gemara. L'époque de la Gemara, c'était quoi? Ils n'étaient pas qu'en Israël. Ils étaient en Israël, en Babylone. Et Babylone. Que se passe-t-il? C'était quoi l'avantage? Alors c'est vrai qu'on avait deux endroits. On avait Israël et Babylone. Mais lorsqu'on a clôturé le Talmud de Jérusalem, comme on a dit un peu avant, 100 années avant celui de Babylone, donc tous les maîtres d'Israël, au final, ils savaient que la Torah se passait là-bas en Babylone. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils étaient toujours à l'écoute de savoir qu'est-ce qu'ils vont décider les rabbanim de Babylone. Donc même si la Gemara, elle était pas en Israël, mais c'était facile. Ok? C'est comme si maintenant qu'on a deux grands pôles du judaïsme mondial, comme à l'époque de Rashi, on va dire France, Espagne. Ok? Donc on a deux grands pôles. Bon, on sait que la Torah se passe ici. Bon, s'il y a un problème, on envoie une lettre de rabbanim de France, en Espagne, ou etc., ou n'importe quoi. Mais c'est assez facile de concentrer et de faire une réflexion à hauteur du peuple entier.
Mais une fois que les Bnei Israël ils vont en galoute, qu'est-ce qui se passe? Dispersés. Les rabbanim sont dispersés. Les Bnei Israël sont dispersés. Même si un Rav, c'est un génie de la Torah, il va instituer une révolution dans l'étude de la Torah extraordinaire, magnifique. Mais si maintenant, il a du mal à la diffuser, ou elle n'est pas acceptée directement par tout le monde, parce qu'elle n'est pas assez simplifiée, parce qu'elle n'est pas assez travaillée du présent, c'est-à-dire elle n'est pas assez accessible au peuple, eh bien, il va manquer ça. Alors, à plus forte raison ça. Si encore le peuple entier l'accepte, mais les autres rabbins ne l'acceptent pas, bon, alors peut-être eux, ils vont se mettre à jour. Mais c'est un problème. Donc, à partir du moment où les Bnei Israël ils se sont séparés, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on avait un souci. C'est quoi le souci? C'est que chaque ville, chaque rave, chaque endroit, il avait son propre minag. Son propre minag. Est-ce que le Beddin de Tunis, il peut insister sur le Beddin de Djerba? Non, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les Bnei Israël, ils étaient plus en même temps, sous le même à l'époque, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'aucun rave ne peut influencer ou obliger un autre rave, à part si maintenant l'autre rave il comprend que ça c'est le Hémet et qu'il est d'accord avec, mais il ne peut pas l'influencer. Si en plus les communautés sont éloignées, donc ceux de Djerba, ils ont un autre mode de vie. Ils ont un autre mode de vie, ils ont un autre mode de compréhension, ils ont entre guillemets une autre culture. Donc la culture de ceux de Tunis, que Djerba c'est peut-être plus renfermé, alors que Tunis c'est beaucoup plus ouvert au monde, donc automatiquement ils vont avoir des réflexes différents. Ben, automatiquement tu ne peux pas le réflexe des Juifs de Tunis ne vont pas être les mêmes réflexes que ceux de Djerba. Et donc automatiquement. Clair? Et donc, on reprend la dernière phrase, qui est la plus importante. Ve'inhigu, la troisième ligne. Ve'inhigu min hagot ou pashta gzeratam. Ils ont fait des minagim. Et ils ont diffusé leurs décrets. Ve'takanatam, leur institution, leur législation. Ou min hagotam, et leurs coutumes. Bechol Israël, Bechol Mekomot Moshevotam. Chez tous les Israël, dans tous les endroits où ils habitaient. Pourquoi? Facile à la diffusion. V'achar beddin shel Rav Ashi shechiber Gemara. Après le beddin de Rav Ashi, qui a écrit, qui a compilé, qui a synthétisé, qui a écrit la Gemara, qui a retranscrit, qui a écrit la Gemara. Vegamro bimebno. Elle a été clôturée totalement à l'époque de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Nitpazru Israël bechol ha'aratzot. Les Bnei Israël se sont diffusés, se sont éparpillés bechol ha'aratzot dans toutes les terres. Pizur yeter. Une très grande Pizur yeter, une très grande dispersion. Vihigiyu lektsavot. Ve'iyim rechokim. Ils sont arrivés dans des extrémités. Ktsavot, c'est des extrémités. Ve'iyim rechokim, arechokim, et des îles éloignées. En plus de cela, l'éloignement physique, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des guerres. Ve'ravtak tata ba'olam. Et des guerres se multiplient dans le monde. Quand qui dit guerre, dit problème de communication. Venishtabshu adrachim begayasot. Et donc il y a eu beaucoup de brigands sur les chemins, beaucoup de guerres. Et donc quelqu'un qui habite ici, il n'a pas envie de risquer sa vie pour... les échanges ne sont pas... Donc ça devenait que des endroits, que du local. Du mondial, c'était compliqué parce que aujourd'hui on dit que le monde il est tout petit. Pourquoi aujourd'hui on dit que le monde il est tout petit? Parce qu'en final, vous voulez aller de France, Israël, Amérique, hein? Bon, ok, c'est compliqué, ça coûte un peu d'argent. C'est compliqué, ça coûte un peu d'argent, mais Tachlin, c'est faisable. Il y a des allers-retours. Aujourd'hui, si vous voulez déposer un paquet en Amérique, vous faites une petite annonce dans les communautés qui va en Amérique. Ah, je vais dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois.
il y a de la communication. Alors sans parler maintenant aujourd'hui qu'avec les mails, avec les vidéos, avec tout ça, qu'en final, le monde est devenu tout petit. Mais avant, le monde n'était pas petit. Chaque chose. Quand les gens ils allaient en Israël, vous voyez les gens, ils se mettaient par terre, couverts par terre pour embrasser la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la dernière fois que c'était venu, c'était il y a 20 ans. Oui ou non? Mais aujourd'hui, la dernière fois que j'étais venu, je compte même plus, bon, Hachem. Alors maintenant, Venishtab Shuadrachim Begayasot, Venitmaed Talmud Torah. Et en plus, comme le monde il est difficile, l'économie elle est difficile, donc maintenant, on étudie un peu moins la Torah. Velo nichnesu Israël ilmod beyeshivotem alafim verevavot. Et on n'arrivait plus à faire rentrer des milliers d'élèves dans les yeshivot. Kemo shayu mikodem, comme il y avait avant. Et là, comment ça se passe? Mitkabtzim yechidim asridim, asher Hashem kore bechol ir va'ir. Ils arrivent, quelques rescapés, qu'au final, si vous regardez bien, sur 100 élèves qui vont à l'école et à l'université, combien il y en a qui vont à la yeshiva? Beaucoup moins. Mais pourquoi ils vont beaucoup moins? Pourquoi ils vont beaucoup moins? Parce que, tout simplement, c'est peut-être moins attirant. Et donc, au final, on pourrait appeler tous ceux-là qui vont dans les yeshivot, dans la Beth Midrash, au final, quelque part, ils ont été appelés par Hachem, ils ont été appelés par cette envie d'étudier la Torah. Et donc, ceux-là, Sridim, ces rescapés-là, et ceux-là, donc ces gens-là qui vont à la yeshiva, après, ils se mettent à fond. Quelqu'un il vient, il me pose la question, mais ça sert à quoi d'aller à la yeshiva? Réponse, à rien. Mais parce que à rien. Ça, par contre, à quoi ça sert d'aller à la yeshiva? C'est pour que la Torah ne soit pas abandonnée du peuple juif. Maintenant, au passage, si vous croyez qu'aller faire des études, c'est ça qui vous fait la parnassa, c'est une autre question. Il faut vraiment se poser la question. Les plus grandes réussites sont ceux qui n'ont pas de diplôme, au passage, je vous rappelle. Mais ils sont rares. Les plus grandes, ils sont rares. Mais il y en a beaucoup qui réussissent, énormément beaucoup qui réussissent, ils n'ont pas de diplôme. Ils ont moins de chances de réussir en ayant aucun diplôme qu'en ayant un diplôme. Les autodidactes, c'est très rare. Non, je ne vais pas parler d'autodidacte.